Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 16 au 22 avril 2018. À la une cette semaine, Bachar el-Assad redonne sa Légion d'honneur. Séparés par 17 ans, ces deux photos témoignent de l'effondrement du rayonnement de la crédibilité de la diplomatie française au Moyen-Orient, consécutivement à son alignement complet sur Washington et à ses actions contraires au droit international. À gauche, le 25 juin 2001, Jacques Chirac remet officiellement la décoration de Grand Croix de la Légion d'honneur au président Bachar el-Assad au palais de l'Élysée. À droite, le 19 avril 2018, un représentant du ministère syrien des Affaires étrangères, à droite, rend le cordon de Grand Croix de la Légion d'honneur octroyé par la France au président Bachar el-Assad à un chargé d'affaires de l'ambassade de Roumanie à Damas, à droite, qui représente actuellement les intérêts français en Syrie. La France ayant rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie. Photo fournie par la présidence syrienne sur sa page Facebook. Cette décision a été prise à la suite de la participation de la France à l'agression tripartite aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni contre la Syrie le 14 avril, a précisé un communiqué. Il n'est point d'honneur pour le président Assad de porter une décoration attribuée par un régime esclave des États-Unis qui soutiennent les terroristes, a ajouté la présidence syrienne. Source CNews Matin, 20 avril. France. Les derniers moulins à eau, victimes de l'Union européenne. Les derniers moulins à eau sont menacés par une directive européenne, qui oblige la réalisation de travaux afin d'améliorer la qualité de l'eau, mais aussi la circulation des poissons en créant des bras de contournement. Malheureusement, le coût de ces travaux va être important. Hormis cela, cette attaque contre les moulins à eau est aussi une attaque contre ce qui fait le charme de nombreux villages de France. Enfin, le débit d'eau réduit rendra la production d'électricité parfois impensable. C'est donc une mesure écologique qui a pour effet de supprimer un moyen de produire de l'énergie renouvelable. Les aberrations des directives de Bruxelles sont légion, mais la machine bureaucratique pour revenir sur une directive est tellement complexe que, une fois émise, une directive même aberrante a très peu de chances d'être modifiée. Pour rappel, l'UPR avait chiffré le coût annuel d'application des normes européennes par les entreprises et les administrations à 40 milliards d'euros. Source France 3, 17 avril. Suppression des commissaires aux comptes. Dans le cadre de la loi Pacte, en cours de préparation, il est envisagé de supprimer la profession de commissaire aux comptes dans 70% des entreprises qui sont actuellement soumises à leur intervention. Dans leur serment, les commissaires aux comptes s'engagent à faire respecter les lois et règlements au sein de l'économie. Ils peuvent avoir un vrai rôle dans la lutte contre le terrorisme et la fraude financière. La mesure entraînerait une suppression de 6000 postes. De nombreux pays européens abaissent de nouveau leur seuil après avoir constaté qu'ils avaient fait une erreur. La France fait le contraire. Source Les Échos, 13 avril. Les voitures radar privées, c'est pour lundi dans l'heure et ça va flasher fort. C'est la première fois que des voitures radar privées vont intervenir et cela va être généralisé sur toute la France d'ici 2020. Est-ce bien légitime de confier une mission de service public régalien destinée à sauver des vies à une entreprise privée dont l'objectif est de faire du profit? Le tout privatisé, imposé par des logiques néolibérales des traités européens, va transformer les automobilistes en vaches à lait du système et place les Français dans une situation de plus en plus exaspérante de contrôle permanent de leurs moindres faits et gestes. Source La Tribune, 20 avril. La Banque de France détient plus de 20% de la dette de l'État. La part de cette dette publique détenue par les étrangers est au plus bas depuis 10 ans. La Banque de France achète de la dette pour le compte de la Banque Centrale Européenne, BCE, dans le cadre du quantitative easing. C'est une bonne nouvelle, car un pays endetté a une situation moins à risque si sa dette est nationale. C'est d'ailleurs le modèle du Japon. Ce rachat systématique de la dette par les banques centrales nationales montre aussi l'illusion de l'eurosystème,
Si les dettes sont de plus en plus nationalisées, c'est bien que les dettes ne sont pas équivalentes entre pays de la zone euro, non fongibles entre elles, cassant de fait le postulat selon lequel un euro allemand serait égal à un euro français qui serait égal à un euro grec, etc. Source Les Échos, 16 avril. En dépassant le site d'En Marche, le site upr.fr se hisse au premier rang du classement mondial des sites des partis politiques français et conforte sa position au premier rang du classement national. Ces statistiques n'en font que mieux ressortir, une nouvelle fois, l'incroyable déni de démocratie que représente le verrouillage médiatique qui est opposé à l'UPR. La bonne nouvelle est que la censure galvanise le sentiment d'injustice et la volonté de liberté. Merci à tous les lecteurs. Source UPR, 19 avril. Le site internet des impôts offre à Google des données de millions de Français. En obligeant à regarder une vidéo informative hébergée sur YouTube, Bercy permet aux géants américains de récupérer des informations sur les internautes. Le programme législatif de l'UPR prévoyait la protection des données privées des Français. Source Le Point, 18 avril. Pestalis, le premier distributeur de la presse écrite au cœur d'un scandale. Pestalis, entreprise chargée de la distribution des quotidiens et magazines en France, leader dans son domaine au sein de l'Hexagone, est en proie à un déficit structurel. Pendant le débat sur France Inter, Philippe Kieffer affirme que les concurrents de Pestalis ont révélé qu'il existait des contrats spéciaux, autrement dit que certains grands groupes payaient moins que d'autres petits éditeurs. Il révèle que le rapport Ramé, rédigé sur le sujet, est enterré, caché, dissimulé, notamment par le ministre de la Culture. Il demande qu'il soit rendu public, car ce sont le pluralisme des médias et in extenso le principe fondamental de la liberté d'expression qui sont mis en péril par ce procédé. L'UPR est d'autant plus attachée au pluralisme et à la liberté des médias qu'elle souffre d'une censure insupportable de l'ensemble des médias de masse. Les dérives de Pestalis montrent une fois de plus que le programme de l'UPR sur la mise en place d'un service public de l'information est plus que justifié. Il n'est pas normal qu'un oligopole se soit constitué et que nombre de nos médias soient sous influence d'intérêts étrangers. Source Télérama, 16 avril. François Asselineau et l'UPR pour les élections territoriales en Polynésie, deuxième semaine, retour sur la situation internationale depuis Bora Bora et multiples rencontres avec les Polynésiens. Source UPR, 21 avril. France, Emmanuel Macron, risée internationale. Frappe en Syrie, les fanfaronnades de Macron démenties par Washington et la Turquie. Au cours de son interview donnée dimanche soir, 15 avril, Emmanuel Macron s'était vanté d'avoir convaincu Donald Trump et séparé Russes et Turcs sur la question syrienne. Mais Ankara et Washington se sont empressés de démentir formellement ces informations. Outre la gaffe diplomatique de cette fanfaronnade, c'est la crédibilité de la parole du chef de l'État qui est remise en cause. Au moment même où de sérieux doutes sont émis sur la réalité de l'attaque chimique, Macron continue de se bercer d'illusions en pensant qu'il pèse dans la crise syrienne alors qu'il n'y joue qu'un rôle de supplétif des États-Unis. Et ces sottes et prétentieuses allégations viennent ajouter à la longue liste des fake news dont il a abreuvé les Français. Source Marianne, 16 avril. Philippe Lambert, eurodéputé belge, humilie Macron au Parlement. Il dénonce entre autres l'état de droit qui diminue dangereusement de notre pays et le fait que le président français considère certains de ses concitoyens comme n'étant rien. Source YouTube, 17 avril. Marisa Matias, eurodéputée portugaise, humilie Macron au Parlement. Elle l'interpelle sur le fait qu'il ait décidé une action de guerre à l'encontre de la Syrie sans consulter personne, ni au Parlement français, ni au Parlement européen. Votre conception de la démocratie est napoléonienne. Source YouTube, 21 avril. Au dernier carnaval de Mayence, en Allemagne, Macron a été ridiculisé par les Allemands qui l'ont représenté en Napoléon de pacotille, trônant dans une vieille 2 chevaux, en ruine, aux portes déglinguées, portant le drapeau de l'Union européenne. Cliché pris le 12 février 2018. Europe. L'Union européenne,
Bruxelles propose d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine. La Commission européenne a proposé aux États membres de l'Union européenne d'ouvrir les négociations pour une adhésion de l'Albanie et de la Macédoine. Bien entendu, personne n'a demandé aux Français, ni à leurs partenaires, s'ils étaient d'accord pour faire entrer dans l'Union européenne de nouveaux pays de l'Est, l'Albanie et la Macédoine, où les mafias en tout genre prolifèrent, et qui n'entrent d'ailleurs dans l'Union européenne que pour bénéficier de nos versements financiers et de nos délocalisations industrielles. Mais pourquoi donc ce nouvel élargissement? Seul l'UPER en apporte l'explication depuis des années, parce que l'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces politiques et militaires de la même médaille, celle de l'asservissement des pays d'Europe à l'hégémonie américaine. Il suffit pour s'en convaincre de constater à quel point le périmètre de l'Union européenne est calqué sur celui de l'OTAN, dont fait partie l'Albanie, et bientôt la Macédoine, adhésion bloquée du fait uniquement de la guerre du non avec la Grèce. L'alignement de l'Union européenne sur l'OTAN est aussi imposé par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, le TUE, le TU. Source, Minute News, 18 avril. Le grand quotidien allemand, Handelsblatt, révèle le risque colossal de l'euro. Le Handelsblatt explique qu'une sortie de l'euro, conjointe des pays du Sud, coûterait dans les 200 milliards d'euros à la Banque de France. Il est remarquable que le premier média qui signale le danger que court la Banque de France ne soit même pas un média français. Cela en dit long sur ce qu'est devenu la liberté de la presse en France. Source UPR, 16 avril. La Suisse maintient sa limite pour les travailleurs roumains et bulgares. La clause de sauvegarde prévue dans les accords de libre circulation avec la Roumanie et la Bulgarie est maintenue durant 1 an. Elle avait été activée le 1er juin 2017 afin de limiter les autorisations de séjour pour les travailleurs de ces deux pays. La Commission européenne ne comprend pas. En tant que pays souverain, la Suisse a encore la possibilité de définir sa politique d'immigration. Contrairement aux pays membres de l'Union européenne, en effet, la politique migratoire est du ressort de l'Union européenne et non des États membres, en vertu de l'article 67 et 77 à 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Source 20 minutes, 19 avril. La Suisse croule sous les excédents budgétaires. 9 milliards de francs suisses, soit 7,5 milliards d'euros, c'est une performance spectaculaire pour la Suisse. En outre, le pays ne connaît pas de déficit depuis l'an 2000, et son chômage passe sous la barre des 3%. Certains disent que la France serait trop petite pour survivre seule en dehors de l'Union européenne. Mais comment donc expliquer le succès phénoménal de ce petit pays non membre de l'Union européenne, dont la population est 8 fois moins nombreuse que la population française, et dont la superficie est 16 fois inférieure à celle de l'Hexagone? Source RTL, 16 avril. Union européenne, une organisation dictatoriale et mafieuse. Projet Daphne. L'Europe mal à l'aise avec les révélations des journalistes. 18 médias internationaux ont repris le travail de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée il y a 6 mois. Leurs conclusions sur la corruption à Malte sont accablantes. Les médias de masse font semblant de découvrir la corruption généralisée à Malte, que dénonçait déjà François Asselineau en octobre 2017. Il y a une femme qui avait une cinquantaine d'années, 53 ans je crois, qui est une Maltaise, qui s'appelait Daphne Caruana Galizia, qui était une journaliste, et une journaliste d'investigation. Et cette journaliste, qui était très respectée à Malte, avait un blog qu'elle avait nourri depuis maintenant un certain nombre de mois, même je crois depuis plusieurs années, où elle avait montré comment les dirigeants maltais, notamment du Parti national, actuellement au pouvoir, étaient mêlés à des affaires de corruption, de grand banditisme. Elle avait notamment accusé Joseph Muscat, qui est le Premier ministre, que l'on voit sur cette photo au milieu, mais également Konrad Mizzi, qui est le ministre de l'Énergie, et puis Keith Schembri, alors je ne parle pas le maltais, hein, c'est peut-être Keith Schembri, je ne sais pas comment ça se prononce, chef de cabinet du Premier ministre. Elle a accusé ces hommes, entre autres, d'être corrompus, d'avoir placé des fonds dont on ne connaît pas bien l'origine, au Panama.
Joseph Muscat, le Premier ministre, a démenti formellement. Il a dit que c'était le plus gros mensonge de l'histoire politique maltaise. En revanche, il a été avéré que Konrad Mizzi et Kees Schembri, c'est-à-dire ses bras droits, enfin bras droit et bras gauche, en effet avaient des intérêts au Panama. Ils sont restés au pouvoir, mais comme Joseph Muscat et Madame Caruana Galizia, la journaliste, en fait, était en train de sortir de nouvelles affaires. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, tout simplement, elle était dans sa voiture, et puis sa voiture a explosé. La voiture a explosé, elle était partie dans un champ. Son fils, qui est arrivé juste après, a découvert, il a dit, enfin c'est sordide, mais il a dit qu'il avait vu des morceaux de sa mère à travers le champ un peu partout. Et son fils a saisi les médias maltais pour mettre en cause directement le pouvoir maltais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est avéré, l'île de Malte, un des 28 États membres de l'Union européenne, est tenue par la mafia, est gangrenée par la mafia, la vraie. L'île de Malte, l'un des 28 pays de l'Union européenne, est tenue par la mafia. Cet événement aurait dû provoquer au moins la même indignation et les mêmes mesures de rétorsion diplomatique que pour la bien bizarre affaire Skripal. La Commission européenne, qui est si prompte à condamner la Pologne et la Hongrie, aurait dû être saisie sur cette affaire afin de condamner Malte. On reconnaît un arbre à ses fruits. Les dirigeants de l'Union européenne ne sont plus là pour respecter les volontés des peuples, mais pour exécuter les ordres d'une oligarchie mafieuse. La journaliste Daphne Caruana Galizia, tuée dans une explosion en octobre à Malte. Source France Info, 21 avril. Mario Draghi reste membre d'un club privé de banquiers. Malgré les suspicions de conflit d'intérêts, le président de la BCE, Mario Draghi, a décidé de rester membre du groupe des 30, une organisation privée réunissant régulièrement à Washington des gouverneurs de banques centrales, des banquiers privés et des universitaires. En perdant sa souveraineté monétaire, la France est soumise à la BCE, elle-même influencée par les grands intérêts financiers internationaux. Ces liaisons opaques et dangereuses de la BCE avec le groupe des 30 ne sont pas nouvelles, et l'UPR les dénonçait déjà en 2012. Source Le Vif, 19 avril. Bruxelles veut généraliser les cartes d'identité biométriques. La Commission européenne souhaite rendre obligatoire l'inclusion de données biométriques dans les cartes d'identité nationales des pays qui en émettent. L'Europe, la mise en place d'une dictature. La pieuvre Union européenne étend ses tentacules pour surveiller et contrôler encore mieux. C'est encore une partie de nos libertés qui risque de se retrouver confisquée. Source TV5 Monde, 17 avril. Emmanuel Macron. Vous ne voulez plus d'Europe? Vous aurez plus d'Europe. Le chef de l'État a présenté ses projets de réforme de l'Union européenne devant le Parlement de Strasbourg. Dans sa logique, puisque les peuples s'opposent de plus en plus à l'Europe, c'est qu'il faut plus d'Europe. Il a introduit également le concept de souveraineté européenne, ce qui implique bien évidemment la disparition des souverainetés nationales. Emmanuel Macron semble vouloir s'entêter dans sa fuite en avant supranationale, alors qu'il n'a aucun mandat du peuple pour le faire. Ce délire antidémocratique va heureusement se heurter à la réalité, puisqu'il est impossible de réformer radicalement l'Union européenne, du fait de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, TUE, qui impose l'unanimité des pays avant toute réforme. Source Causeur, 18 avril. Syrie, l'attaque chimique a-t-elle eu lieu? Le Quai d'Orsay estime très probable que des preuves de l'attaque chimique en Syrie disparaissent. La France exhorte la Russie et la Syrie à laisser des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, entrer dans la ville pour y faire leur travail. Elle les accuse de vouloir faire disparaître les preuves de l'attaque. Le Quai d'Orsay oublie de dire que, si les experts de l'OIAC ne peuvent pas se rendre sur le site, c'est du fait de l'ONU qui ne leur donne pas le feu vert pour des raisons de sécurité, et non de la responsabilité du gouvernement syrien. Si les experts ne trouvent aucune preuve, les Occidentaux prétendront que les preuves auront été effacées. Est-ce avec de tels artifices que la France cherche à justifier sa violation du droit international?
Source Ouest France, 17 avril. Attaque chimique à Douma, un père et son enfant battent en brèche la version occidentale. Une équipe de télévision a pu retrouver l'un des enfants figurant dans la vidéo, relayée par tous les médias, de la scène de confusion dans l'hôpital de Douma près de Damas. Indemne, le garçon témoigne qu'il a été forcé de s'y rendre. Alors que les éléments s'accumulent, remettant en cause la véracité de l'attaque, disculpant ainsi de fait le président de la Syrie et rendant odieuses les frappes occidentales, quelles preuves tangibles présente l'OTAN pour prouver que l'attaque chimique a bien eu lieu? Source RT, 19 avril. CNN, propagande et manipulation. Pour attester la véracité d'une attaque chimique, une journaliste a l'idée cocasse d'aller renifler un sac à dos rose d'une petite fille et trouve l'air docte que ça sent quelque chose. And there's definitely something that stings. These backpacks belong to Malaz and Bassa, 7-year-old twins from Douma. Elle croit donc pouvoir sentir du gaz neurotoxique sans en mourir pour autant. L'œuvre de mon père est accomplie. Mais, restant en vie, n'a-t-elle pas au contraire insufflé de nouveaux doutes sur le fait qu'une attaque chimique ait réellement eu lieu? Les médias ont une folle influence sur l'opinion et sont utilisés à des fins de manipulation du peuple. Qui fait des fake news? Source Islantiae, 19 avril. Syrie. François Asselineau appelle à la destitution d'Emmanuel Macron par l'article 68 de la Constitution. Les bombardements arbitraires menés par le président de la République en Syrie, sans mandat de l'ONU, sont d'une gravité inouïe. Il appartient aux parlementaires de se constituer en haute cour pour prononcer la destitution d'un président dont le manquement à ses devoirs est manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, selon l'article 68 de la Constitution. Le communiqué de presse, publié le 14 avril, dans le même sens, sur le site de l'UPR, a énormément circulé sur Internet, plus de 1,1 million de personnes l'ont lu. Source UPR 16 avril. Donald Trump était prêt à frapper des sites russes et iraniens en Syrie. Le chef du Pentagone, James Mattis, s'est fermement opposé à ces frappes, si bien que le président américain a dû accepter la conception d'un scénario hybride. À tout moment, des dérapages graves pouvant conduire à la guerre peuvent arriver. Dans ce grand jeu international, la France aurait une voix apaisante à apporter, dans le respect du droit international. La France avait rayonné dans le monde lors du mémorable discours effectué par Dominique de Villepin à l'ONU, qui avait refusé l'intervention en Irak, et l'histoire lui a donné raison. Source Sputnik, 16 avril. La DCA syrienne intercepte une dizaine de missiles au-dessus de Homs. L'armée syrienne a intercepté lundi soir 9 missiles lancés sur l'aéroport de Shayrat. Se référant à des sources au sein de l'armée, des médias arabes attribuent l'attaque à Israël. Le site El Masdar a encore annoncé que la DCA syrienne a tiré plusieurs missiles contre des avions militaires qui avaient violé l'espace aérien du pays. Source Sputnik, 17 avril. Commentaire de dernière minute, Sputnik annonce qu'il s'agit très probablement d'une fausse alerte de violation de l'espace aérien syrien, ayant déclenché des batteries de défense antiaérienne. Source Sputnik. L'intervention de la Syrie à l'ONU après l'attaque du 14 avril. Le secrétaire général, dans son allocution d'hier, a mentionné que la guerre froide était de retour. C'est exact. Nous sommes tous d'accord avec l'exactitude de ces propos. Il convient de se rappeler, en cette occasion, à ceux qui ont relancé la philosophie de la guerre froide, d'une personne nommée Francis Fukuyama, ont été publiés dans ce pays, l'auteur de La fin de l'histoire, un autre auteur, un penseur américain,
Samuel Huntington a fait état du conflit des civilisations pour sa part. Ces deux livres ont fondé le retour de la philosophie de la guerre froide. En effet, le contenu de ces deux ouvrages était le suivant. Ô peuple du monde, suivez la voie des États-Unis, soumettez-vous à la volonté des États-Unis, ou alors nous vous agresserons. Mon collègue, le distingué représentant de la France, a annoncé que l'agression de son pays aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni s'est fait au nom de la communauté internationale. Et je m'interroge dès lors, de quelle communauté internationale parle-t-il? Est-ce qu'il parle d'une communauté internationale qui existe, une communauté internationale réelle? Est-ce que cette communauté internationale que vous représentez a adoubé cette agression tripartite sur mon pays? Les gouvernements de ces trois pays ont-ils reçu mandat de ce Conseil de sécurité pour agresser mon pays? Mes homologues français, américaines et britanniques ont prétendu qu'ils avaient bombardé des centres de production de matières chimiques en Syrie. Si les gouvernements de ces trois pays connaissaient les positions de ces centres de production qu'ils prétendent avoir bombardés, pourquoi n'ont-ils pas partagé ces informations avec l'OIAC? Vous assurez tous de l'arrivée d'un groupe d'experts, d'investigateurs de l'OIAC. Ils sont arrivés à Damas à la mi-journée. L'équipe en question n'a pas pu passer de Beyrouth à Damas pour des raisons que nous ne connaissons pas, juste avant l'agression. Comme si l'on avait essayé d'entraver l'entrée de cette équipe d'investigateurs et d'enquêteurs à Damas, en attendant que l'agression se passe. Le bâtiment du centre de recherche de Barza, qui a été visé par cette agression tripartite. Ce bâtiment avait été visité à 2 reprises l'an dernier par des experts de l'OIAC. Ce bâtiment a été inspecté. Cette inspection a été sanctionnée par un document officiel stipulant que la Syrie a respecté ses engagements vis-à-vis de l'OIAC et qu'il n'y avait aucune activité chimique de tenue dans ce bâtiment. Bon, alors, si les experts de l'OIAC nous ont remis un document officiel l'année dernière faisant état de la non-utilisation de ce centre, le centre de Barza, pour quelque activité chimique en contravention avec nos obligations dans le cadre de l'OIAC. Comment concilier cela avec ce que nous avons entendu ce matin, de toutes ces accusations que cette agression a pris pour cible un centre de production de produits chimiques? J'ai apporté 3 exemplaires de la charte, 2 en anglais, 1 en français. Peut-être conviendrait-il que ces 3 États relisent ce que contient la charte. Deuxièmement, il est nécessaire que ces États cessent immédiatement d'apporter leur soutien aux groupes terroristes armés qui agissent dans mon pays, immédiatement. Troisièmement, mettre un terme aux mensonges et à la fabrication de faits pour justifier cette agression continue contre mon pays. Quatrièmement, ces 3 États doivent réaliser qu'après 7 ans d'une guerre terroriste imposée à mon pays, une guerre menée par ces 3 pays et leurs agents dans la région, leurs barges, leurs missiles, leurs avions n'atteindront pas notre volonté, ni notre volonté de mettre un terme et de détruire votre terrorisme. Cela n'empêchera pas le peuple syrien de réaliser son avenir politique par lui-même, sans aucune intervention. Et je répète cela pour la 1000e fois. Nous ne permettrons à aucun intervenant étranger de dessiner notre avenir. Aux 3 agresseurs, je dis, vous êtes des menteurs, vous êtes des affabulateurs, vous êtes des hypocrites. Vous cherchez à faire échouer le travail, quelque action de cette organisation qui ne sert pas vos intérêts. Depuis la création de cette organisation, vous avez tenté de saper les efforts des groupes d'enquête, vous avez tenté de les instrumentaliser. Il me suffit de citer l'Afrique, la Syrie, la Libye, la Yougoslavie. Tout cela démontre que vous ne faites pas ce que vous présentez. Source Nations Unies, 14 avril. Transcription. Diverses.
La Turquie attaque le dollar et rapatrie ses réserves d'or entreposées à la Fed. Le président Erdogan a annoncé le rapatriement de 220 tonnes d'or. Il souhaite en outre que les futurs prêts soient indexés sur l'or et non plus sur le dollar. Source RT, 20 avril. Wi-Fi gratuit, géolocalisation, mouchard. Vous pensez que votre téléphone vous espionne? C'est pire que ça. Ce que les utilisateurs ont découvert avec le scandale autour de Facebook et de Google n'a rien de surprenant. Le grand public ouvre simplement les yeux sur les données qu'il communique au quotidien. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Source France Info, 16 avril. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!